Il existe sur Terre des endroits où l'on rencontre littéralement des merveilles de la nature à chaque détour. Qui n'a jamais entendu parler du légendaire fleuve Colorado et du plus grand canyon qui s'y trouve, le Grand Canyon? Et combien d'articles scientifiques, ainsi que de films de divertissement beaucoup moins scientifiques, ont été consacrés à la faille de San Andreas, qui pourrait un jour provoquer un séisme dévastateur. Mais à ces merveilles s'ajoute un autre phénomène stupéfiant. Exactement dans la même région, au beau milieu du désert du sud-est de la Californie, apparaît soudain un immense lac salé, le lac Selton. Et il est apparu en seulement 1 an et demi environ, comme par magie. Incroyable, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Bien sûr, la nature seule n'aurait jamais pu accomplir une œuvre aussi gigantesque en si peu de temps. Et ceux qui lui ont donné un coup de main, inutile de le préciser, ce sont les êtres humains. Bienvenue sur Perduchan. Voyons donc ensemble comment les processus naturels et l'activité humaine ont contribué à la naissance de ce lac gigantesque. C'est parti! L'origine du lac Selton. Pour comprendre pourquoi le lac Selton est né dans un lieu aussi particulier, il faut d'abord bien observer la forme du golfe de Californie. Plus qu'un simple golfe, il s'agit d'une longue mer étroite, large d'environ 150 km, qui s'enfonce profondément dans la partie occidentale du continent nord-américain. Au Mexique, le golfe de Californie est également appelé mer de Cortés. Cette jeune mer est née dans une zone où la plaque pacifique et la plaque nord-américaine interagissent, avec à la fois des mouvements de glissement horizontal et d'étirement de la croûte terrestre. Sous l'effet de ces mouvements tectoniques, la péninsule de Basse-Californie s'éloigne peu à peu du Mexique continental, et ce mouvement est étroitement lié au système de la faille de San Andreas. À l'échelle des temps géologiques, le golfe de Californie continuera probablement de s'élargir et de progresser vers le nord. Mais cela se produira sur des millions d'années. En revanche, le bassin du lac Selton n'a commencé à se former qu'il y a quelques milliers d'années. L'emplacement du lac actuel se situe dans une vaste dépression appelée le bassin de Selton. Ce bassin s'étend à environ 70 mètres sous le niveau de la mer. Il n'est donc pas étonnant que les eaux du Colorado y aient souvent pénétré. Ce fleuve traverse une région où l'activité sismique est très intense et, au cours de son histoire, il a changé de cours à plusieurs reprises. En réalité, les eaux du Colorado ont souvent provoqué l'inondation temporaire de bassins désertiques situés à l'intérieur des terres. De tels événements se sont même produits à l'époque historique, alors que des êtres humains vivaient déjà autour de ce lac. Des archéologues ont identifié plusieurs vestiges de villages amérindiens sur ses rives. On sait également qu'au cours de ces quelques millénaires, le lac s'est périodiquement divisé en plus petits plans d'eau où s'est complètement asséché. Autrement dit, le réceptacle du lac était là depuis très longtemps, attendant patiemment le moment où il serait de nouveau rempli d'eau. Et à la fin du 19e siècle, ce moment est enfin arrivé. Seulement, dans ce cas précis, les humains tenaient le premier rôle, tandis que la nature ne faisait que les accompagner légèrement. La mise en valeur du désert. Tout a commencé par un événement tout à fait banal. L'être humain a modifié le cours naturel des choses. À la fin du 19e siècle, de nombreux entrepreneurs sont arrivés dans une région désertique de Californie à laquelle on avait donné le nom grandiose d'Imperial Valley. Des ingénieurs et des exploitants agricoles américains ont décidé de transformer cette terre totalement aride en terre cultivable. En réalité, malgré un climat extrêmement chaud, le sol de cette région était étonnamment fertile. Pour obtenir des récoltes abondantes, il ne manquait qu'une seule chose, de l'eau. C'est alors qu'est née une idée qui ressemblait beaucoup à un projet qui serait appliqué un demi-siècle plus tard, très loin à l'est, dans les bassins de l'Amu Daria et du Sir Daria. Il s'agissait de détourner les eaux du Colorado vers des canaux d'irrigation. C'était un projet véritablement colossal, capable de faire revivre des milliers d'hectares de désert. L'idée était de diriger vers un vaste réseau de canaux d'irrigation les eaux du Colorado, qui jusque-là se jetaient simplement dans le golfe de Californie. Si les travaux avaient été menés avec davantage de rigueur, rien de grave ne se serait peut-être produit. Entre 1900 et 1901, alors que le XXe siècle venait à peine de commencer, une importante entreprise spécialisée, la California Development Company, s'est engagée dans ce projet. Au départ, le plan avançait plutôt bien. De nombreux canaux ont été creusés,
et l'eau du Colorado a commencé à être acheminée de façon stable vers les terres agricoles. Grâce à cette irrigation abondante, le désert a peu à peu cessé d'être blanc et jaune pour se teinter de vert. Il faut particulièrement souligner ici que l'idée selon laquelle les eaux du Colorado provenaient d'immenses réservoirs créés par des gigantesques barrages en béton est totalement fausse. À cette époque, l'ère des grands barrages en béton construits un peu partout n'avait pas encore commencé, et la plupart des systèmes d'irrigation reposaient sur des digues provisoires en terre, des vannes et des canaux de dérivation. Comment l'accident s'est produit? Les premiers problèmes ont commencé à apparaître en 1904, alors que le principal système d'irrigation était déjà achevé. C'est précisément à cette période que le premier canal construit a commencé à se remplir de boue à une vitesse étonnante. En réalité, le Colorado était connu comme l'un des fleuves les plus chargés en boue de tous les États-Unis. Il n'est donc pas exagéré de le surnommer le Nil américain. À cause de cet envasement, la principale prise d'eau a progressivement cessé de fonctionner. Afin de résoudre ce problème, les ingénieurs de la California Development Company ont décidé, en 1904, d'ouvrir une entaille supplémentaire sur la rive du Colorado afin de créer une prise d'eau provisoire destinée aux urgences. En réalité, il ne s'agissait que d'une immense tranchée creusée dans le sol, sans aucune installation comparable à une vanne. Ils voulaient simplement acheminer de l'eau vers les terres agricoles le plus vite possible. Et il est vite devenu évident que cette décision avait été, pour le moins, extrêmement imprudente. Pendant la saison sèche, une telle tranchée aurait peut-être pu tenir tant bien que mal. Mais c'est alors que la nature est entrée en scène. Durant l'hiver 1904-1905, juste après la création de la prise d'eau provisoire, le bassin du Colorado a connu des chutes de neige et de pluie d'une ampleur sans précédent. Au printemps 1905, le fleuve a donc subi une immense crue. Le courant brusquement gonflé a frappé de plein fouet les fragiles digues de terre de la prise d'eau provisoire. Comme on pouvait s'y attendre, les remblais construits à la hâte ont commencé à s'effondrer et l'ouverture du fleuve s'est élargie à vue d'œil. Au départ, l'entreprise n'a pas pleinement compris la gravité de la situation et a tenté d'y faire face par des moyens ordinaires, comme des sacs de sable et des renforts en bois. Mais le fleuve ne prêtait aucune attention à cette faible résistance humaine. Comme si de rien n'était, il a poursuivi son œuvre de destruction. Un nouveau bras du Colorado s'est formé à l'endroit où l'entaille avait été ouverte, puis il s'est raccordé au canot déjà creusé dans le désert de l'Imperial Valley, avant de se déverser d'un seul coup dans la dépression naturelle du bassin de Selton. Pendant environ 1 an et demi, une quantité colossale d'eau a continué de s'écouler par ce nouveau passage, remplissant à une vitesse fulgurante le bassin situé en contrebas. Sur son chemin, le courant a détruit des remblais ferroviaires, submergé des terres agricoles et des bâtiments, puis rongé les berges les unes après les autres. Par endroits, ce nouveau cours d'eau atteignait 1 kilomètre de large. Le fleuve ne transportait pas seulement de l'eau, mais aussi d'énormes quantités de boue, ce qui modifiait sans cesse le relief et faisait naître de nouveaux bras à partir du courant principal. C'est l'intervention de la Southern Pacific Railroad qui a permis de contenir quelque peu la situation. L'avenir même de l'entreprise était en jeu, car ses propres infrastructures risquaient d'être entièrement détruites. Cette fois, l'ampleur des travaux entrepris pour gérer l'accident a été à la hauteur de la catastrophe. Des voies ferrées ont été prolongées jusqu'au site de la rupture, et des wagons chargés de gros blocs de roches et de pierres concassées y ont été acheminés sans interruption. Puis, ces matériaux ont été déversés les uns après les autres dans le fleuve. Les travaux se sont poursuivis dans des conditions extrêmement difficiles, avec un courant violent, un sol boueux et le danger constant de nouveaux effondrements. De nouvelles voies ont même été posées jusqu'au bord même de la brèche. La lutte contre le fleuve a duré près de 2 ans. L'élément décisif qui a permis de vaincre la nature a été la baisse saisonnière du niveau du Colorado à la fin de l'année 1906. Grâce à elle, il a été possible de stabiliser la digue avec des structures en bois et d'y déposer d'énormes quantités de pierres. Au début de l'année 1907, la principale brèche du Colorado a enfin été colmatée et le fleuve a repris son ancien cours. Un nouveau lac, le lac Selton. La quantité d'eau qui s'est déversée dans le lac Selton était tout simplement extraordinaire. À l'époque, il s'agissait de l'une des plus grandes catastrophes hydrauliques causées par l'homme en Amérique du Nord. Selon les estimations modernes,
Le volume initial du lac représentait entre 7,5 et 9,3 km3. Peu après sa naissance, le lac Selton mesurait environ 60 km de long et 20 à 25 km de large, pour une superficie totale dépassant 1200 km². Aujourd'hui, il a considérablement rétréci en raison de son assèchement progressif, mais il couvre encore environ 880 à 900 km² et demeure donc un lac gigantesque. Sa profondeur a également diminué avec le temps. Sa profondeur maximale atteignait au départ environ 24 à 26 mètres, mais même dans les zones les plus profondes, elle n'est aujourd'hui plus que de 13 à 16 mètres, tandis que la profondeur moyenne est d'environ 9 mètres. Autrement dit, le lac Selton reste un lac très vaste, mais relativement peu profond. À sa naissance, le lac Selton était rempli d'eau douce provenant du Colorado, et il pouvait donc parfaitement être considéré comme un lac d'eau douce. C'est pourquoi, durant les premières années, les poissons d'eau douce y vivaient sans difficulté. Mais avec le temps, un phénomène comparable à une usine naturelle de production de sel a commencé à se produire dans le lac Selton. Le lac ne possède absolument aucun exutoire, et cette évolution était donc inévitable. L'eau y entre, puis elle s'évapore, ne laissant que le sel dans le lac. En conséquence, la salinité a continué d'augmenter pendant plus de 100 ans, et l'eau du lac est peu à peu devenue fortement salée. Entre 1905 et environ 1910, l'eau du lac était encore presque douce. Mais dans les années 1950, sa salinité a atteint un niveau pratiquement identique à celui de l'eau de mer. Par la suite, la salinité du lac Selton a dépassé celle de l'océan Pacifique, atteignant environ 40% dans les années 1970, puis entre 70 et 90% aujourd'hui, selon les endroits et les saisons. Ainsi, la salinité actuelle du lac Selton dépasse largement celle de l'océan Pacifique. La destruction de l'environnement. Mais le véritable problème n'était pas tant la quantité de sel elle-même que la rapidité excessive avec laquelle sa concentration augmentait. À mesure que la salinité augmentait, les espèces de poissons vivant dans le lac ont commencé à changer. Le lac a connu à plusieurs reprises des mortalités massives de poissons. Les poissons morts se décomposaient rapidement sous le climat chaud du désert. Mais avant cela, les oiseaux les mangeaient, ce qui a favorisé la propagation du botulisme et causé la mort d'un grand nombre d'oiseaux. Et pourtant, au début, tout semblait aller à merveille. Ce lac artificiel, né d'une erreur, semblait être apparu au moment idéal. Au milieu du XXe siècle, le lac Selton est devenu l'une des destinations touristiques les plus populaires des États-Unis. Dans les années 1950 et 1960, de nombreux hôtels, clubs nautiques et complexes touristiques ont été construits dans la région. Des célébrités venues de tous les États-Unis aimaient se rendre sur les rives du lac Selton pour nager, bronzer et passer de merveilleux moments au bord de cette étendue d'eau infinie, bleue comme une précieuse algue marine au milieu des sables brûlants de l'Imperial Valley. De nombreuses compétitions sportives et festivités y étaient également organisées. Ce qui fascinait particulièrement les visiteurs, c'était le contraste éclatant entre le bleu intense du lac et le paysage désertique qui l'entourait. Le décor semblait venir d'un autre monde. Mais malheureusement, l'âge d'or du lac Selton n'a pas duré longtemps. Autour du lac, de graves problèmes ont inévitablement commencé à s'accumuler peu à peu. Cependant, ce n'est que durant la seconde moitié du XXe siècle que beaucoup de gens ont commencé à prendre conscience du danger d'une catastrophe environnementale imminente. Comme l'écosystème du lac était instable dès le départ, une catastrophe était inévitable. La dégradation de l'environnement liée à l'augmentation de la salinité a été aggravée par le déversement, dans cette étendue d'eau sans exutoire, de pesticides et de déchets organiques provenant des terres agricoles. Des proliférations massives d'algues sont alors apparues, recouvrant la surface du lac d'un tapis vert ou brun. En conséquence, la concentration d'oxygène dans l'eau a diminué et la plupart des espèces de poissons encore présentes ont disparu. L'urbanisation de la Californie a également contribué à aggraver la situation. Les grandes villes avaient besoin de quantités d'eau incomparablement plus importantes que les petites communautés. Une grande partie de l'eau du Colorado a donc été prélevée afin de répondre aux besoins des villes. De plus, les techniques d'irrigation se sont améliorées dans l'Imperial Valley. Afin de réduire le gaspillage d'eau, les agriculteurs ont bétonné les canaux, adopté des méthodes d'irrigation plus précises et diminué les arrosages excessifs. Auparavant, une grande partie de l'eau non utilisée retournait vers le lac Selton.
Mais ces eaux de retour ont progressivement diminué et le lac s'est mis à rétrécir encore plus rapidement. De vastes étendues de ce qui était autrefois le fond du lac ont alors été mises à nu, exposant au soleil les pesticides et les sels qui s'y étaient accumulés. Le soleil a asséché le fond du lac et la poussière soulevée par le vent, chargée de sel et de résidus d'engrais, s'est transformée en tempête de poussière toxique. En conséquence, le nombre de personnes souffrant d'asthme et de maladies respiratoires a augmenté dans certaines zones autour du lac. Bien entendu, des rives couvertes de poissons morts et balayées par des tempêtes de poussière nocive ont complètement perdu tout attrait touristique. Les complexes touristiques et les clubs nautiques ont fermé, tandis que les célébrités ont déserté les luxueuses villas qui bordaient autrefois le lac. Aujourd'hui, il ne reste pour témoigner de la splendeur passée du lac Selton que des bateaux rouillés et des bâtiments abandonnés sur ses rives. La ruée vers le lithium. Cependant, le lac Selton n'est pas uniquement une histoire de mauvaises nouvelles. Bien sûr, il est difficile d'imaginer que ce lac puisse renaître, et il y a très peu de chances qu'il redevienne une station balnéaire haut de gamme, au moins au cours des 100 prochaines années. Mais en contrepartie, cette région pourrait devenir l'un des principaux centres d'extraction de lithium aux États-Unis. Comme vous le savez, le lithium est aujourd'hui un métal essentiel à la fabrication des batteries pour véhicules électriques. En réalité, le lac Selton se trouve dans le Selton Trough, un fossé tectonique actif relié au système de la faille de San Andreas. Dans cette zone, l'interaction entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine étire la croûte terrestre et entretient une forte activité géothermique. Cette activité s'accompagne inévitablement de la remontée de saumures géothermales profondes sous pression, dont la température atteint entre 300 et 360 degrés Celsius. D'ailleurs, cette énergie thermique souterraine est déjà exploitée par les centrales géothermiques actuellement en service dans la région. Et l'analyse de ces saumures géothermales a révélé qu'elles contenaient des sels de lithium à des concentrations permettant une extraction à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises étudient des méthodes permettant de produire de l'électricité géothermique et d'extraire du lithium en même temps. Si cette méthode s'avère économiquement viable, le lac Selton pourrait devenir un nouveau Klondike, où repose non pas de l'or, mais du lithium. Bien entendu, l'extraction du lithium ne ramènera pas d'écosystème perdu. Mais en contrepartie, l'humanité pourrait obtenir des matériaux permettant de se détourner de l'utilisation de combustibles fossiles nocifs pour l'environnement, une forme de compensation. Quoi qu'il en soit, le lac Selton est aujourd'hui un symbole des conséquences de l'intervention humaine dans les mécanismes de la nature, sans considération suffisante. Espérons que cette expérience amère deviendra une leçon utile pour l'avenir et qu'en évitant de répéter les mêmes erreurs, nous pourrons en tirer des bénéfices plus grands que les dommages causés. Seul le temps nous le dira. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la avec vos amis. Merci de l'avoir regardée. À bientôt. Au revoir.